saluons partout où vous nous suivez. Merci de venir dans votre nouveau numéro du magazine Data Market, partout où vous êtes dans le monde, indépendamment du lieu et de l'heure. Merci, car vous aviez été très nombreux où nous avons reçu ce jeune Congolais, Yannick Chikangu, qui nous venait d'Anvers, qui est venu implanter son industrie de taillerie de diamants et il a démontré que c'était possible de pouvoir produire le diamant en RDC, le transformer, le tailler, en rendant cela bijoux, en rendant cela des bagues, des fiançailles, ainsi de suite. C'est possible. Merci pour vos messages. Merci pour vos soutiens. Ce soir, nous revenons avec un nouveau participant. Avec lui, nous allons parler de l'importance de la formation, de l'éducation pour une nation émergente. Sans plus tarder, je vais saluer mon invité de ce jour que je vais vous présenter. Fanfan Massianti Mandefi, nous vous saluons. Bonjour, c'est Fanfan. Fanfan Massianti, vous n'êtes plus à présenter. Vous êtes le président national et légendaire du mouvement citoyen Dressons nos fronts. Comment va Dressons nos fronts? Dressons nos fronts se porte bien. Plus d'une année, hein? Plus d'une année, bientôt on aura déjà une année. On est avec nos activités, notamment qui se portent dans l'installation de nos bases, envie d'apporter une certaine formation à nos membres, parce que Dressons nos fronts a été créé envie de former, d'apporter une dose de formation aux Congolais dans un esprit de solidarité, en fait de sortir le pays de cette impasse de la pauvreté. Fanfan Massianti, Data Market est une émission pour entrepreneurs, chefs d'entreprise, mais l'accent fondamental par rapport à votre profilage, tu es membre de la société civile, tu diriges une structure qui est de la société civile, Mouvement citoyen Dressons nos fronts. En plus, tu es toi-même chef d'entreprise. L'importance aujourd'hui de la formation est très capitale. C'est vrai, vous le savez, il y a un nouveau gouvernement et dans les cités, dans les cafés, dans les salons, on parle de profil. Est-ce que celui-ci a un bon profil? Est-ce que celui-ci répond au profil? Celui-ci nous a déçus dans le passé. Et à chaque fois, ça revient, cette capacité à faire le bon choix. Parce que quand tu es éduqué, formé, tu auras cette lucidité de faire le bon choix. Ainsi, cette question à Fanfan Massianti, qui a un triple casquette, quelle est l'importance de l'instruction, de la formation pour une société? Nous pensons déjà que pour les pays comme le nôtre, c'est un pays aujourd'hui qui a connu beaucoup de revers en domaine de l'éducation. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Notre éducation a reçu beaucoup de coûts parce qu'il n'y a pas eu de grands investissements dans ces secteurs. Aujourd'hui, nous qui sommes les leaders des mouvements citoyens, nous constatons qu'il y a beaucoup d'analphabètes à travers la République. Il n'y a plus d'écoles de qualité. Parce que ce qu'il faut comprendre, lorsqu'il y a la pauvreté, les gens n'ont plus les moyens de s'approprier de l'éducation. Partout dans le monde, l'éducation coûte cher. C'est comme ça, le vrai partenaire en matière d'éducation, le vrai parent, c'est l'État. Parce que c'est l'État qui a les moyens. Parce que imaginez-vous si les moyens n'y est pas. Parce que quand nous disons moyens, les infrastructures, les cadres dans lesquels étudient les enfants ou les adultes. Tout à fait. Deuxièmement, il y a la logistique, le matériel didactique. Parce que l'enseignement est encore plus facile s'il y a le matériel didactique. Tous ces éléments viennent maintenant à la troisième personne qui est l'enseignant. Est-ce que cet enseignant est bien rémunéré? Non seulement bien rémunéré, est-ce qu'il a une formation continue? Parce que l'enseignant aussi doit être formé de temps en temps. Parce que c'est pour l'intérêt des apprenants ou aussi des élèves. Or, tout ça réuni pose des vrais problèmes dans l'éducation de notre pays. Fanfan, je vais entrer dans votre expérience. Vous-même, vous n'êtes pas de famille riche. Vous vous êtes construit pas à pas par le dur labeur du travail, en étant dans des écoles publiques de l'État où vous avez reçu votre formation à l'école primaire et secondaire. Ainsi, en allant dans une des excellentes structures de formation en architecture en RDC, l'INBTP si je peux citer. Actuel ISO. Voilà. Quand
vous observez la manière dont vous avez été formé, votre cursus, votre parcours, est-ce que l'actuel système de l'éducation, comment vous pouvez évaluer cela? Y a-t-il un grand écart? Bon, on peut dire que rien n'a changé en termes de programmes, en termes de vision de l'éducation. Rien n'a changé. Tout à fait. Dans ces pays, nous avons la malchance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une politique de l'éducation. Ailleurs, les gens déterminent une politique de l'éducation par rapport aux besoins, par rapport aux difficultés rencontrées. Mais chez nous, la politique de l'éducation n'est pas très bien définie. Toutes ces écoles-là où nous avons étudié existent bel et bien avec les mêmes formations. Peut-être avec les mêmes professeurs. Avec les mêmes professeurs vieillissants pauvres. Et nous avons étudié avec une difficulté extraordinaire, surtout à l'université. Vous avez des professeurs pauvres qui, demain, vivent des syllabis. Toi, tu viens des parents pauvres. Et des professeurs qui ne sont même pas prêts à vous aider de réussir. Parce que l'un des plus grands facteurs, parfois, de destruction de notre enseignement, c'est aussi nos enseignants. Peu d'enseignants ont des consciences. Nous avons été à l'université, mais tu en sors avec beaucoup d'amertume. Parce que le professeur, l'enseignant, était comme un défi, une barrière à votre réussite. Une barrière. C'est comme s'il ne veut pas que tu deviennes ce que tu dois être. Il n'est pas prêt à vous aider. Il est content quand vous échouez. Vous avez vu ça où? Dans quel pays? Ça veut dire que l'enseignant, quand tu as 2 sur 10, il dit que le cours est plus difficile. C'est plus difficile. Là, lui est content. Mais il ne voit pas que comment les gens, pour le même cours, ils ne comprennent jamais. C'est-à-dire le problème, c'est l'enseignant. Et nous avons des enseignants comme ça, avec des vieux syllabis, qui datent, tu vois vraiment les syllabis du professeur datent parfois de 10 ans. C'est le même cours qu'il enseigne. Pas de mise à jour par rapport aux connaissances, aux nouvelles techniques. Qui ne donnent même pas cours. Il ne prépare même pas son cours. Moi, j'ai une mauvaise expérience avec notre école l'IBTP. Il y a eu des professeurs qui ne préparaient pas les cours. Ils viennent, ils crient un titre et puis ils partent. Ça t'a marqué. Ça t'a beaucoup marqué. Oui, il y a des choses à réformer dans notre éducation. Aujourd'hui, j'ai terminé, mais je peux encore requiser que l'enseignement à notre pays connaît beaucoup de problèmes dans ce sens-là. Vous voyez? Donc ça, du point de vue universitaire, du point de vue de notre parcours. C'est vrai, nous avons eu des bons professeurs au niveau de l'école secondaire. Des gens qui nous ont donné cette base que nous avons. Nous sommes fiers parce que nous sommes passés dans des écoles où les gens étaient consciencieux. Le maître qui nous a enseigné à l'école primaire, à ce moment-là, les pays étaient encore mieux. C'est des maîtres que nous jetions beaucoup de fleurs parce qu'ils nous faisaient étudier comme si nous étions leurs propres enfants. C'est cette conscience qu'on fait actuellement. Tu l'as dit, à l'époque, vos enseignants vous enseignaient comme leurs propres enfants. Parce que pour enseigner à l'école primaire, il est nécessaire, vous qui voulez enseigner à l'école primaire, d'aller dans les ISP. Parce que dans les ISP, on forme l'enseignant l'art d'enseigner. Pour aller à l'université, que vous ayez distingué dans n'importe quelle université en RDC, il fallait aller faire la pédagogie à l'UPEN. Et là, on vous apprenait l'art. Nous comprenons que ces cursus, ce cheminement, a quelque part rencontré une certaine difficulté parce que l'étudiant qui distingue, on fait de lui assistant. Mais c'est vrai, l'assistant, on l'apprend, mais il n'a pas appris la méthode, d'où cette observation de la dualité entre l'assistant, le chef de travaux et l'enseignant qui voudrait démontrer à ceux qu'il forme qu'il est plus intelligent qu'eux, et voilà, vous sortez avec amertume. Fanfan Massiantima, la formation a une incidence directe sur la productivité. On était ensemble en train de prendre un verre, tu m'as parlé d'une anecdote plutôt, tu as reçu un CV. Le CV était mal formulé, la demande même d'emploi était mal formulée. Quel sentiment? Parce que toi, en tant que chef d'entreprise, tu es en train de rechercher le profil de personnes qui peuvent t'accompagner dans ton entreprise. Mais quand tu découvres qu'une personne à qui tu dis « fais-moi une lettre de demande d'emploi » et tu remarques qu'il y a plein de fautes, qu'est-ce que ça te fait, toi, en tant que chef d'entreprise? C'est vraiment beaucoup d'amertume, beaucoup de mal. Aujourd'hui, c'est une difficulté que tous les entrepreneurs en RDC rencontrent. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans la qualité de la formation. C'est ce que nous disons, les moyens n'ont pas été conséquents. Parce que l'enfant qui vient avec des lacunes, ce n'est pas de sa faute.
il a eu des professeurs qui l'ont enseigné. Mais ces professeurs aussi, par manque de moyens, avaient des lacunes. Ils ont transmis les mêmes lacunes aux enfants. Il n'y avait pas de mise à jour, il n'y avait pas une formation continue. Comment voulez-vous que leurs produits soient des produits de qualité? Vous voyez, donc la faute à ce niveau-là se pose au niveau de l'État. Il faut une politique de l'éducation. Et dans la politique de l'éducation, c'est-à-dire un État ambitieux, mais beaucoup de moyens dans la politique de l'éducation. Et là, il faut comprendre, l'éducation, aujourd'hui, dans notre pays, parce que nous avons beaucoup de difficultés, ne se pose pas toujours au niveau de l'école primaire et secondaire, mais aussi les éducations pour les adultes. Parce que nous sommes dans des quartiers populaires, avec la pauvreté. Beaucoup de gens, parce que les parents devaient supporter le minerval. Beaucoup d'adultes n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, parce que les parents-là n'avaient pas de moyens. Aujourd'hui, nous avons une forte population analphabète, et qui sont tous des jeunes. Il y a aussi des adultes, bien sûr. Mais de jeunes, à partir de 20 ans, vous rencontrez des garçons de 25 ans. Surtout nous qui gérons, au-delà d'être entrepreneurs, dans la casquette des mouvements citoyens, tu rencontres des jeunes de 25 ans qui ne savent ni lire ni écrire. Oh là là. Je vous dis, c'est déplorable. Tu le vois avec les téléphones, c'est une fantaisie. Donc, il ne sait pas écrire. Et aussi, ceux qui sont formés, ils ont des portables, quand ils vous écrivent, c'est toujours des abréviations. C'est-à-dire qu'il ne sait pas écrire une très belle phrase. Le pays a un problème. Si cette situation n'est pas vue très bien par le gouvernement, nous allons tout droit vers l'échec. Parce que ceux qui doivent travailler, ce sont ceux-là. Mais s'ils ne sont pas bien formés, qui va travailler à leur place? Parce que le monde doit nécessairement tendre notre pays vers une professionnalisation. Que ce soit, chaque type de travaux doit être un travail professionnel. Même dans le bâtiment, le domaine de manœuvre doit disparaître. Il y a des terrassiers, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'architecte. Dans ces domaines-là, chaque domaine, il y a toujours du professionnalisme. Parce que nous sommes dans un monde où nous devons attendre vers le professionnalisme pour que le pays puisse se développer. Or, avec les manœuvres, les gens utilisent des systèmes archaïques. Mais avec le professionnalisme, les gens s'accompagnent avec des équipements modernes. Voyez-vous? Donc vous voyez l'importance de l'éducation est même la clé de voûte de développement d'une nation. Si une nation, le gouvernement qui vient de sortir, le président de la République, le Premier ministre, nous allons voir l'ambition du Premier ministre pour le redressement du pays sur la valeur qu'il va accorder à l'éducation. Parce que s'il n'accorde pas une grande valeur à l'éducation, je vous dis, ça sera un mauvais Premier ministre. Fonfon Massianti, vous interpellé le Premier ministre avec le gouvernement Ilunga Kamba qui vient d'être promulgué ce lundi. Fonfon, c'est vraiment un honneur de t'avoir parce que tu gères toutes les casquettes de la population autour de toi. Autour de toi, tu as des ouvriers qualifiés qui sont dans ton bureau. Il y a des ouvriers non qualifiés que tu utilises dans les chantiers. Par exemple, ton approche. Tu as tes collaborateurs que tu envoies pour renforcement des capacités dans des centres de formation à l'INPP. On voudrait comprendre, c'est quoi la place de renforcement de capacités pour l'acquisition de nouvelles connaissances ou de renforcement des techniques à l'INPP, par exemple? Parce que beaucoup confondent que non, je suis analphabète, je dois aller à l'INPP. Mais toi, en tant qu'entrepreneur, toi qui débourses ton argent pour financer la formation, le renforcement de tes ouvriers, de tes collaborateurs. Merci pour la question. Ce qu'il faut comprendre, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, nous payons une taxe obligatoire de l'INPP, Institut national de préparation professionnelle. C'est-à-dire quoi? L'INPP, en tant qu'acteur, assure une formation continue. Tout à fait. Aujourd'hui, quelqu'un vient de terminer, un secrétaire, il n'a jamais travaillé. Lorsque vous le recrutez, moi, je paye déjà l'INPP. Donc, c'est-à-dire, j'ai le droit de l'envoyer là-bas, afin de les préparer professionnellement. Parce que quelqu'un qui n'a pas travaillé, même si tu viens de terminer, si tu n'as pas travaillé, il y a toujours une différence avec quelqu'un qui a le sens professionnel. C'est comme ça que des institutions comme l'INPP sont créées. Ils ne dépendent pas de l'éducation, ils dépendent du ministère du Travail. Tout à fait. C'est donc, vous comprenez, là, nous sommes dans la formation continue. Mais
Cela vient appuyer les entrepreneurs dans les cas de... Vous avez un entrepreneur, par exemple, dans les domaines des constructions que je maîtrise mieux. Vous avez un maçon, il y a des maçons, il vient de terminer des centres de formation, mais vous sentez qu'il a encore des problèmes de s'y prendre sur les plans professionnels. On peut renforcer sa capacité à l'INPP. Un électricien de bâtiment, il y a des électriciens et techniciens des bâtiments qui vient de terminer son école professionnelle, par exemple secondaire, pour intégrer la profession, pour aiguiser son sens pratique, parce que vous avez besoin de lui. Déjà que vous êtes membre, parce que vous cotisez. Vous cotisez déjà au ministère du Travail dans le cadre de l'INPP. Donc l'INPP a l'obligation de faire une formation continue de votre employé qui devra être apte professionnellement à vous rendre un service de qualité. Donc c'est très important de continuer cette formation continue. La formation continue, elle est très importante. Tout celui qui emploie quelqu'un, il a l'obligation de temps en temps de le former, afin qu'il puisse s'adapter aux réalités du moment. Parce qu'il y a aussi des nouvelles technologies. Lorsque les nouvelles technologies apparaissent, il ne faudrait pas que vous restiez en marge. C'est-à-dire que vous avez besoin de renforcer une telle capacité. C'est comme ça que ces institutions ont été créées, afin de renforcer la capacité de nos ouvriers ou de nos cadres. Il n'y a pas que les ouvriers, il y a aussi les cadres. Même les cadres. En principe, tant que nous cotisons, nous avons droit à cette formation. Et nous avons vu, il y a beaucoup de financements, surtout avec l'AFD, qui a beaucoup financé la construction de tous ces centres à travers la République. Donc on peut renforcer les capacités chez les maçons, électriciens, plombiers, ainsi de suite. Ainsi de suite, et les cadres. Mais maintenant, notre pays a un problème aujourd'hui. Nous avons des adultes analphabètes. Tout à fait. Ceux-là... Ils peuvent être récupérés aussi par les structures comme l'INPP. Nous pensons que ça sera une mauvaise politique. Pourquoi? Pourquoi? L'INPP, il est dans un autre esprit. C'est une formation continue. Vous ne prenez pas quelqu'un au berceau. Vous prenez déjà quelqu'un qui marche. Mais lorsqu'il faut prendre quelqu'un au berceau, il faut des centres de formation professionnelle. Et les centres de formation professionnelle, ils sont là à former les gens, qui sont des brutes. Et on fait d'eux des hommes de métier. Ça veut dire ceux qui n'ont pas eu cette chance d'aller à l'école, ni primaire, ni secondaire, même universitaire, qui ne savent ni lire ni écrire. Je vous dis, naturellement, d'ailleurs, nous pensons que si ça n'existe pas, il faut que ça soit intégré, parce que ce pays a un sérieux problème dans ce sens. Nous sommes différents de l'Europe. Nous, aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes, nous avons beaucoup de mamans qui n'ont pas étudié. En termes d'une certaine majorité. Je prends aujourd'hui les cadres de l'IDPS, la plupart des Wewa et consorts, mais ce sont des personnes modestes, pour la plupart. Parfois, ils n'ont pas de niveau. Aujourd'hui, si le président de la République, qui est un fruit de l'IDPS, décide de donner des emplois à ces jeunes, mais ces jeunes ne sont pas formés, qu'est-ce qu'il va faire? Il faudrait les préparer. Il faut les préparer. Il faut des centres de formation dans chaque territoire, afin de résorber cette politique. Parce qu'aujourd'hui, on peut former quelqu'un dans 3 ans. Quelqu'un de brut, on les récupère pendant 3 ans, on les forme. Nous, par exemple, moi, je suis avec mon mouvement citoyen Intéressant au fond. Nous avons constaté ces problèmes. Et nous sommes dit, avec le maigre moyen que nous avons, mettons en place un centre d'alphabétisation. Parce que notre alphabétisation se situe à des niveaux. Aujourd'hui, il faut savoir lire, écrire et calculer. Et deuxièmement, il faut savoir aussi se familiariser avec les équipements de la nouvelle technologie de l'information. Les téléphones et l'ordinateur. Celui qui ne sait pas manier un téléphone, c'est celui qui ne sait pas manier un ordinateur. C'est un analphabète. Parce qu'aujourd'hui, le monde est connecté. Le travail se fait en réseau. Et si tu ne sais pas manipuler ces outils, comment vas-tu t'y prendre? Parce qu'aujourd'hui, même les achats se font en ligne. Aujourd'hui, même les bibliothèques se font en ligne. Tout se passe en ligne. Voyez-vous, si vous n'avez pas la maîtrise de ces outils, vous êtes aussi un analphabète. C'est ainsi que dans Dressons au fond, notre esprit, par exemple, de mettre les centres d'alphabétisation, c'est qu'il faut comprendre. Nous sommes un mouvement citoyen. Les mouvements citoyens, nous ne sommes pas en train de faire un combat politique, mais nous sommes en train d'éveiller la conscience. La conscience sur le plan de valeurs, la conscience sur le pas des droits de tout un chacun. La Constitution de notre pays a dit que
le gouvernement a l'obligation d'éradiquer l'analphabétisme. C'est un devoir constitutionnel. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'analphabétisme, si nous avons des analphabètes, après 18 ans d'élection de notre constitution, c'est déjà une entorse du point de vue des gouvernants. Parce que ça influe sur la qualité de la production. Les constituants de l'époque à Sun City avaient déjà compris que ces problèmes étaient un vrai problème. Voyez-vous? Et deuxièmement, la base, c'était l'éducation primaire. Il fallait qu'il y ait gratuité, enfin, que les gens soient déjà préparés. Même s'il ne va pas très loin, mais il peut affronter une formation professionnelle en ayant une base primaire de qualité. Voyez-vous? Donc cet élément des choses, c'est ça qui nous a poussés. L'éducation des centres de formation, par exemple d'analphabétisme, ce n'est pas du tout notre objectif final, mais ce n'est que parmi des méthodes. Parce que nous, quand on ne fait pas un centre, mais c'est un mouvement dans lequel il y a un renforcement des capacités de nos membres. Et à l'interne, quand un membre n'a pas étudié, comment on peut renforcer ses capacités? C'est en créant un centre de formation ou un centre d'alphabétisation. Pour nous permettre, au bout d'une année, nos membres seront aptes à lire et écrire et à manier les outils de la nouvelle technologie de l'information et à apprendre un métier. Et ils seront maintenant capables de cotiser. Et avec un objectif plus loin, de créer même notre marché commun. Parce que si nous disons aux gens, les Congolais n'ont pas la culture de s'associer, nous préférons prendre les gens au berceau, de les apprendre la vie, de les enseigner, afin que ces valeurs puissent rester en eux et de les mettre en place une plateforme qui devra les prendre afin d'évoluer. Voici un peu parmi les objectifs que nous sommes assignés. Ce sont des objectifs difficiles. Je ne sais pas si nous allons l'atteindre dans un plus bref délai, mais peut-être dans les 10 ans. Mais ces objectifs, en principe, sont de la responsabilité du gouvernement. Parce que si nous le faisons, parce qu'il y a une faillite, il y a une faiblesse au niveau du gouvernement. Ce que nous voulons, c'est que le gouvernement puisse se saisir de cette réalité, qu'il comprenne cette impasse. Parce que nous allons droit à un mur si ce problème n'est pas résolu. Nous aurons toujours des grottes sociales. Tous ces jeunes à Makala, dans des faubourgs qui n'ont pas étudié, tu vas les employer comment? Si on ne crée pas de vrais centres de formation qui doivent contenir en eux une partie réservée à l'alphabétisation et une deuxième partie réservée à la formation professionnelle. À ce moment-là, au bout de 3 ans, nous aurons des ouvriers qualifiés de qualité, capables de rendre service à la nation. Voilà, être capable de rendre service à la nation, ce qui est vrai. La formation, l'éducation influe directement sur la productivité d'une nation, parce que la nation en elle-même ne produit pas. Ce sont les membres de cette nation, la population de cette nation qui compose cette nation, qui est productif. C'est la raison pour laquelle même quand on parle de PIB, on parle de tout ce que vous voulez, on parle de PNB, c'est la valeur à être productif par rapport à sa nation. Parce que le diamant ne viendra pas se déterrer, voici je suis diamant. L'or ne viendra pas se transformer pour dire je suis l'or. L'agriculture ne viendra pas se faire seule. Il y a un homme qui est derrière cette avancée, cette production. Quelle est la qualification de cet homme qui est derrière la production, qui est derrière la réalisation? D'où ça part de l'éducation. L'éducation qui commence pour certains à la maternelle, qui va à l'école primaire, qui va à l'orientation secondaire, qui va dans les instituts supérieurs ou universitaires. C'est vrai, la RDC est restée en traîne par rapport à la qualité de la formation. C'est la raison pour laquelle nous avons invité sur ce plateau Fonfon Massiantima, qui est premièrement entrepreneur d'une grande entreprise de construction, deuxièmement membre de la société civile, troisièmement il a un mouvement citoyen. Ensemble, nous sommes en train de réfléchir comment récupérer sur le plan professionnel toutes ces personnes, ces mamans qui vendent les pains, ces cireurs, ces travailleurs qualifiés ou non qualifiés, mais qui n'ont pas eu cette chance de passer par la structuration de la formation. D'où notre réfléchi de ce soir, d'où notre analyse, d'où notre manière d'échanger. Dans les partis politiques, vous les voyez, la plupart de ceux qui vont dans les rues combattre, souvent ce sont ceux qui sont les laissés pour compte parce qu'ils n'ont pas de bonnes formations. Souvent, nous l'avons toujours dit,
La rue donne le pouvoir, mais quand ça va dans le bureau, la rue reste dans la rue. Parce que la rue n'a pas de qualification. Comment qualifier la rue, par exemple? Ces jeunes qui ont été là pour prospérer. Comment qualifier ces jeunes qui sont dans nos avenues, qui sont là à longueur de journée, qui parlent que de musique, football, qui parlent que de la politique. C'est la raison pour laquelle des structures telles que Dressons Enfants de Fanfan Massiantima existent pour, au-delà d'une mission sociale, mais il y a une mission professionnelle d'acquérir des connaissances afin d'être utile pour soi-même d'abord. Parce que si tu as un travail, si tu as une qualification, tu es d'abord utile pour toi-même, tu sais t'habiller, tu sais orienter ta vie, te donner un avenir. Et de deux, tu sais former un foyer et prendre soin des autres. Et la transmission de la vie quand on a des enfants. Et la RDC est visionnaire. Fanfan Massiantima, c'est très important ce qu'on est en train de dire. C'est vrai que le gouvernement, on a parlé gouvernement, nous avons un nouveau gouvernement, 65 membres, cash, FCC, c'est bien beau, mais l'homme congolais, avec quelle qualité? Nous allons aller dans les spécificités chez toi. C'est vrai, dans le gouvernement, maintenant, on a 17 femmes, 17% plutôt, voulais-je dire, des femmes, 17% sur les 100%. C'est vrai, c'est un peu moindre, mais c'est quand même significatif. Dans ta communauté, là où est placée ta structure, comment vous accompagnez les femmes analphabètes, les femmes qui ne sont pas instruites? Merci. Mais qui sont dans des activités, vente de pain, ainsi de suite, restaurant, Maléwa. Merci beaucoup. Parce que vous verrez d'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est que Dressons Enfants, la plupart des apprenants, ce sont des mamans. Ok, très bien. C'est ce qui est curieux. Nous avons plus de 80 mamans qui viennent apprendre. Aujourd'hui, hier, il y a des mamans qui ne savaient ni lire ni écrire. Mais aujourd'hui, il y a des mamans des Dressons Enfants qui lisent la Bible. Ok. Nous avons des mamans de 60 ans. Qui, avant, ne lisaient pas. Toute sa vie, n'a jamais étudié. Aujourd'hui, elle lit la Bible. Elle sait écrire son nom. Pour nous, j'étais fier de constater cela. Parce que ce qu'il faut comprendre, dans les paliers de notre éducation, nous avons plusieurs paliers. Premièrement, nous formons les gens, surtout nos mamans, et ainsi c'est que certains papas. Mais nous avons d'ailleurs plus de mamans. Premièrement, il faut lire, écrire en lingala. Donc, ça dit, tu peux lire un message en lingala, tu peux écrire un message en lingala, tu peux lire ta Bible en lingala. Deuxièmement, c'est apprendre à calculer et un peu de français. Parce que les mamans qui vendent font beaucoup de manquants. Je vends mon pain, je fais des manquants. Je m'excuse un peu, je fais des manquants. Alors nous avons décelé ces problèmes-là parmi nos membres, parce que nous avons des mamans qui vendent du pain, des mamans qui ont des petites boutiques, mais de temps en temps, tu as vendu, mais tu arrives, tu as fait un manquant. Parce qu'elle ne sait pas calculer. Tu ne sais pas calculer. Elle ne sait pas compter son propre argent. Elle ne sait pas compter son propre argent. Et les gens de mauvaises intentions, ils viennent rouler des mamans. Ils en profitent, oui. Et les mamans ont compris cette importance. Il fallait renforcer aussi la capacité à ces niveaux-là. Troisièmement, c'est parler français. Nous sommes dans un pays francophone. La plupart des messages, tu entres sur Internet, partout, il faut un peu de français pour essayer de comprendre. Et c'est le quatrième module que nous donnons à nos membres qui sont des apprenants dans ce secteur. Cinquièmement, c'est l'alphabétisation avec la familiarisation avec des nouveaux outils de la télécommunication et de l'information. C'est-à-dire comment ils peuvent comprendre, par exemple, un smartphone. Leur propre téléphone comment Android. Ça fonctionne. Un téléphone Android. Nous pensons qu'il est important d'apprendre à nos mamans, à nos jeunes, ces notions-là, pour qu'ils soient aptes. Parce qu'aujourd'hui, le téléphone est devenu un équipement incontournable. Tout le monde a l'Internet au Congo, pour la plupart, surtout à Kinshasa. Et que l'Internet est un outil très puissant de communication, un outil très puissant d'achat, un outil très puissant de vente, un outil très puissant de la culture. C'est-à-dire pour des mamans qui sont, par exemple, de la formation professionnelle, parce que nous en avons. Au niveau, par exemple, de la couture, au niveau, par exemple, de l'hôtellerie. Une maman qui fait dire, bon, je veux une robe africaine. Elle peut faire ses recherches simplement. Il entre même dans son téléphone. Il met robe africaine. Vous avez les images qui apparaissent. Et la maman se cultive.
Parce que dans l'Internet, il n'y a pas que les écrits, il y a aussi les images. Tout à fait. Et la maman, même s'il n'a pas beaucoup étudié, mais peut faire ses recherches. C'est ça, nous disons, c'est ça aussi un niveau très important de l'alphabétisation. Là, la maman, elle voit les robes, ça lui donne l'inspiration. Parce que l'inspiration part toujours du déjà-vu. Ça ne vient pas du néant. Du néant. Il y a toujours un repère. Exactement. Ceux qui fabriquent des sacs, parce que nous avons des mamans qui font un peu de tissage, des sacs, tout et tout. Lorsque cette maman est préparée, elle peut faire ses recherches avec son téléphone smartphone. Tout à fait. Parce que l'ordinateur peut coûter pour lui. Mais avec son smartphone, il est capable d'avoir beaucoup d'informations. Voyez-vous, même aussi l'ordinateur, nous avons des ordinateurs, il faut que les mamans comprennent comment on ouvre un ordinateur, comment on la ferme, comment on fait des petites recherches au niveau de l'Internet dans l'ordinateur. Comment elle peut aussi saisir un petit rien et l'imprimer. C'est extrêmement important. C'est ça notre vision, c'est ça notre bataille. Nous aurons voulu que l'État nous accompagne dans une telle vision. Parce que ça devrait être un élément important vu que notre peuple en souffre. Et l'autre aspect, nous inculquons ce que nous appelons l'esprit d'entrepreneuriat. C'est quoi? C'est différent de l'entrepreneuriat et l'esprit d'entrepreneuriat. Ça, c'est un esprit que vous inculquez. Exactement. Nous disons, tel que la fois dernière, nous avons pris un groupe de jeunes, une cinquantaine de jeunes. Nous leur disons, vous allez cotiser $10. OK? $10, nous les faisons dans 5 mois. C'est $50. Tout à fait. $50, vous multipliez par 50, c'est $2500. Dans le $2500, le président ou les membres du comité qui travaillent, et ils cotisent 200, 300. Nous avons $10 000. Le président peut apporter $3 000. Nous avons déjà un capital de 10 000 pour 50 personnes. C'est ça l'esprit d'entrepreneuriat. Nous ne les enseignons pas c'est quoi l'entreprise, mais nous les inculquons l'esprit d'entrepreneuriat. Ça ne demande pas à quelqu'un d'être trop intelligent. Et avec ces montants, nous sommes prêts à mettre en place une société. Une société qui va s'occuper, une société, par exemple, je prends le cas, nous sommes dans Orange Money, nous sommes dans M-Pesa. Ce sont des stratégies qui existent. Nous recrutons dans les 50, 10 personnes qui doivent être capables de travailler. D'ailleurs, nous pouvons aller même à 15, parce que nous aurons des points de vente. Avec ces points de vente, nous aurons des superviseurs. Tout à fait. Dans les 50, nous puisons des jeunes. Il n'a cotisé que $10 dans 5 mois, mais il devait déjà patron d'une entreprise, où il a déjà des parts. Vous voyez l'esprit d'entrepreneuriat? C'est ça. Et avec ces parts-là, nous avons nos points de vente. Troisièmement, nous avons des superviseurs. Et dedans, les autres qui restent, ils font du travail de marketing. C'est-à-dire, c'est eux, dans les 50, les 13 qui travaillent, les 33 restants vont faire un travail de marketing. Vous avez 33 personnes qui font ce travail-là. Ils sont propriétaires dans l'entreprise, ils n'attendent pas un salaire, ils attendent que les bénéfices s'accroissent. Vous voyez déjà, la réalité, les gens se mettent au travail sans attendre qui que ce soit. Les gens deviennent déjà des patrons sans attendre qui que ce soit. Vous voyez déjà cet esprit, est-ce que ça demande aux gens d'être extrêmement formés? Aujourd'hui, partout dans le monde, les gens ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas fait de grandes écoles. Tout à fait. Parce qu'ils ont eu en eux l'esprit d'entrepreneuriat. C'est ce que nous inculquons. Vous voyez, parce que les gens peuvent se dire, c'est quoi mouvement citoyen, est-ce qu'ils peuvent faire ça? Ce que nous faisons, c'est de la citoyenneté. Inculquer l'esprit d'entrepreneuriat, ça se demande de la pédagogie. Ça ne demande pas qu'on sorte sur la rue pour essayer de crier. Mais entre-temps, nous éveillons la conscience. Nous éveillons la conscience de nos membres. C'est toute une culture. Et ceux qui voient, copient. Parce que ce que nous faisons, nous voulons que les autres puissent copier. Tout à fait. Parce que c'est le mouvement que nous avons fait, c'est un mouvement des Congolais, pour que les Congolais aient cet esprit de vouloir s'associer. Parce que les gens doivent comprendre. La force, c'est lorsque vous êtes ensemble. Si ces mamans-là, qui sont très pauvres, étaient seuls, chacun allait rester avec ses $50. Mais ensemble, ils ont atteint $10 000, capables de mettre en place une société. C'est une société qu'ils n'avaient jamais imaginée. Demain, il peut vendre ses parts. Au demeurant, il peut même placer son fils. Vous voyez? Et une société qui a 33 marketeurs. Partout, les gens sauront que telle société qui existe, parce que ces marketeurs, il faut comprendre, il y aura une formation continue. Nous sommes des gens très avisés. Il y aura des petites formations en marketing, afin de les former. Comment on vend un produit X, comment on vend un produit Y. Nous aurons développé les partenariats
avec des fournisseurs qui viendront de temps à autre former. Vous voyez, c'est cet esprit qu'on veut inoculer. C'est ça l'esprit que dressons, cette nouveauté que nous apportons dans la conscience collective du peuple congolais. Voilà, vous suivez très calmement et même en notant ce que dit Fanfan Massiantima, président national du mouvement citoyen Dressons nos fronts. Nous l'avons invité dans Data Market pour son triple casquette, à savoir membre de la société civile, président national d'un mouvement citoyen, ainsi que lui-même chef d'une grande entreprise. Vous allez remarquer que le processus de lutte contre la pauvreté commence par l'acquisition des nouvelles connaissances. Vous avez remarqué l'approche pyramidale dans le traitement social des questions liées à la pauvreté suite au manque de connaissances. La maman qui faisait son commerce dans son boutique faisait de manquant parce qu'elle ne savait pas compter son propre argent. Et voilà, on l'apprend à mieux compter son argent. Ça, c'est la première approche. On donne des bases de connaissances. Et après, on inculque, on inocule l'esprit entrepreneurial qui est différent de l'entrepreneuriat où vous vous associez parce qu'on est une force lorsqu'on s'associe. Et là, on sort pour avoir concrètement une entreprise où chacun a ses parts. Nous arrivons à la dernière phase de nos échanges. Il a été démontré par tous les économistes, par tous les managers, que pour une nation, l'agrégat politique est très important. Parce que ce sont les décideurs politiques qui impulsent l'avenir économique, l'avenir de développement, l'avenir de l'émergence d'une nation. Un politique est un entrepreneur à divers leviers qui suit l'intérêt du bien-être de la communauté qui se traduit par le bien-être social. Et ce social, premier rendement, premier indicateur, c'est le travail. Personne ne peut me contredire. Fanfan Massiantima, c'est vrai, le décideur politique qui dirige est le manager des managers. Parce qu'un pays doit se gérer comme une entreprise. Elle a les deux objectifs, social, économique aussi, financière d'une partie. Créer des richesses, partager l'argent, ainsi de suite. Et de l'autre côté, promouvoir la santé, ainsi de suite. Mais la formation de nos décideurs, est-ce qu'il est important que les décideurs politiques aussi puissent avoir une carrure en formation? Et si elle ne l'a pas, comment aussi elle peut accéder à cette formation afin de parfaire ses connaissances, être utile pour impulser le développement d'un pays comme le nôtre? Merci beaucoup. Nous pensons que pour être chef, pourquoi on appelle les ministres les excellences? Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Ministre. Excellence, Monsieur le Premier ministre. Ça signifie quoi? Ne peut être au sommet un excellent. Un excellent. Or, il est quand même regrettable. On t'appelle excellent, mais tu es conscient que tu ne l'es pas. Ça, c'est dangereux. Moi, je serais mal à l'aise. Je me dirais même laisser ces titres-là. Et vous verrez, vous êtes en Europe, de brillants professeurs, de brillants ministres, ils se font appeler par leur nom. Et pourtant, ils sont excellents. Mais ici, nous avons parfois des gens qui ne sont pas excellents, mais qui aiment être appelés excellence. Nous comprenons, c'est le respect, les Congolais aiment les titres. Il n'y a pas de problème. Mais ce que nous voulons ici, c'est que le décideur doit être quelqu'un, s'il n'est pas quelqu'un de très bien formé, mais il doit être quelqu'un qui écoute et qui se fait bien entourer. C'est très important. Parce que la plupart des grandes décisions du président de la République des ministres, ces décisions sont les fruits de leurs conseillers. Aujourd'hui, même quand vous parlez, ce sont des managers. En principe, ils doivent avoir des conseillers en management général de tous leurs départements ou de tous leurs conseillers qui doivent anticiper pour qu'il n'y ait pas de désordre dans la prise de décision. Aujourd'hui, vous verrez un cabinet des ministres. Mais dans la décision, dans la prise de décision, il y a un désordre total. C'est-à-dire c'est un manque de management. Or, un conseiller en management, si le décideur n'a pas de grandes notions de cette envergure, il peut se faire toujours conseiller, peut l'aider à mettre
une certaine organisation, enfin, qu'il y ait une bonne prise de décision, et deuxièmement, qu'il y ait les résultats. Parce que un manager, on dit un manager, c'est quelqu'un qui n'apporte que des résultats. Quand il n'y a pas de résultats, c'est que tu n'es pas manager. Parce que le mot management est parfait. Il n'y a pas de mauvais manager. Ou on est manager, ou on ne l'est pas. On ne l'est pas, oui, oui. Donc quand vous parlez de nos décideurs qui sont des managers, faites très attention. Est-ce que ce sont vraiment des managers? Est-ce que nous avons des décideurs managers? Parce que manager, c'est le résultat. Si le résultat est bon, là on dit que c'est un manager. Vous comprenez? Donc de ce point de vue, nous demandons à nos décideurs de pouvoir mieux s'entourer. Mais nous sommes dans un pays, il y a des pesanteurs, mais il y a aussi des réalités de notre pays. Tout à fait, il faut en tenir compte. Géopolitique, l'ancienneté des partis politiques, tout ça qui font qu'ils sont dans la gestion de la chose publique qui influe sur l'économie, qui influe sur le développement, et ainsi de suite. Oui, oui. Aujourd'hui, les gens ont des noms. Ces noms, ce sont des noms importants. Les noms de Tshisekedi. Tout à fait. C'est un grand nom dans ces pays qui a été construit. Mais dans un pays où il y a beaucoup d'erreurs, les noms de Mobutu, les noms de Bemba, les noms de Kabila, c'est des grands noms qui ne vont pas disparaître. Ces gens-là ont une certaine influence géopolitique. Les noms de Katumbi, dans le Katanga, ils ont des influences géopolitiques. Et nous pensons, nous tous, nous avons évolué avec beaucoup d'erreurs. Parce qu'il y a des choses qu'on a apprises sur l'État. On comprend, nous sommes des nations jeunes. Mais aujourd'hui, ces gens ont des progénitures. Des enfants. Ils ont des enfants. Mais maintenant, leurs enfants, il ne faut pas que ces enfants-là reproduisent les erreurs de leur père. Parce qu'ils portent des grands noms. Nous, c'est un conseil que nous donnons à ces noms-là, de faire étudier leurs enfants dans des très grandes universités. Pourquoi? Parce que le Congo a des grandes ambitions, où le Congo est tellement grand que l'on ne peut pas avoir un enfant ou un nouveau dignitaire ou un nouveau décideur politique venu d'une structure qui n'est pas fiable. Donc, il devrait étudier, par exemple, à Harvard, à Oxford, à Sorbonne, par exemple. Naturellement, c'est ce que nous conseillons, parce que Katumbi a des moyens. Le sénateur Kabila a des moyens. S'il peut étudier à Harvard, il peut étudier à Oxford. Déjà, ils ont fait l'école Tassok, ils sont une très grande école. Parce que ces gens-là, demain, ils vont revenir, ils portent un grand nom. Donc les enfants de Kabila, les enfants de Bemba, de Katumbi, de Tshisekedi, ils peuvent revenir. Donc c'est la raison pour laquelle, déjà maintenant, ils doivent penser à envoyer leurs enfants dans des très grandes universités. Pourquoi? Parce que s'ils étudient dans ces écoles-là, ils vont plus améliorer que faire sombrer les pays. Parce que si vous êtes à Harvard, vous êtes à Oxford, vous avez une autre mentalité. C'est différent avec nos universités ici, mon frère. C'est différent. Donc vous voulez que les parents de ces enfants mettent la barre très haute. Aujourd'hui, la meilleure éducation, c'est pour les riches. Parce que dans de grandes universités... Donc toi, tu écartes d'abord tes enfants à toi parce que tu n'as pas les moyens maintenant. C'est la raison pour laquelle tu dis qu'il est l'heure de les envoyer. Je suis en train de donner un conseil. Tout à fait. Moi, mes enfants sont encore jeunes, j'aurai des moyens pour les envoyer là-bas. Tout à fait. Parce que j'en ai foi. Tout à fait. Il faut toujours avoir de l'espoir. Je partage les conseils. Parce que dans l'ordre des successions, si les enfants ne sont pas formés, votre nom va disparaître. Ça fait aussi partie de la culture managériale. Vous savez, Harvard a été créé par les hommes d'affaires américains. Parce qu'ils ont vu, nous avons bâti des affaires. Si nos enfants ne sont pas formés, ces affaires vont disparaître. Créons notre université. Afin de former nos enfants dans le business de haute qualité. C'est comme ça des noms comme des Rockefeller restent, des Ford restent. Vous croyez que c'est par hasard? Mais c'est l'éducation. Mais pourquoi nos riches, nos soi-disant riches, ne peuvent pas le faire pour leurs enfants? Enfin, parce que ces enfants, demain, ils feront de meilleures sociétés que leurs pères. Parce que le niveau d'instruction sera et en plus, de haute fracture. Ils vont rencontrer les futurs décideurs de demain. Et ils auront l'avantage de rencontrer beaucoup de millionnaires. Ils auront, parce que déjà dans la formation, on va leur dire, ici vous êtes des riches. Combien de riches as-tu rencontré? Ils vont faire de l'histoire, ils vont les rencontrer. Comment toi tu es parvenu à cela? Ils auront l'histoire de l'émergence de X, Y, Z, comment ils ont bâti leurs empires. Ce n'était pas dans la mafia, mais c'est d'une façon managériale de haute qualité. C'est cet esprit qu'ils vont amener ici.
Et ils vont maintenant intégrer cette dimension qui est l'homme, qui doit être bien nourri, bien vêtu, être dans de très bonnes conditions pour un rendement acceptable. Il comprendra que l'argent qu'il donne à l'autre, ce n'est pas qu'il est en train de l'aider, mais il est en train d'aider son entreprise. Parce que c'est l'incompréhension qui amène à quelqu'un de sous-payer quelqu'un. C'est un niveau très bas. Parce que tu oublies que ces gens-là peuvent se rebeller, un jour te tuer. Mais lui aura l'avantage de maîtriser tout ça. Fonfon Massianti m'a te comprendre que plus un décideur politique, un manager politique est bien formé, plus il aura une très bonne appréhension sur le bien-être de sa communauté. C'est la raison pour laquelle vous orientez tous ces grands décideurs politiques d'aujourd'hui, Félix Tshisekedi, sénateur Kabila, Jean-Pierre Mbemba, Kimbuta, tout le reste, à orienter leur progéniture dans des structures de formation à haut niveau, parce que le Congo de demain, sur le plan managérial, devra avoir des vrais managers aux carrures internationales. Naturellement. Et une éducation sans complaisance. Ce n'est pas parce que c'est l'enfant du président de la République, il faut le faire passer des classes. Parce que quand il a fini à Sorbonne, c'est Sorbonne. Hein. Ah là, il n'a pas triché au TP. Il cache ça. Hein. Là, quand on te forme, on ouvre ta tête. On te transforme. Ça me fait penser un peu au professeur Liaou, quand il était en France en train d'étudier. Déjà, c'est très jeune, il avait ses diplômes qui pesaient. Même le journaliste à l'époque français avait peur de Liaou. Hein. Naturellement, parce que l'éducation... Et puis au Congo, nous devons faire comprendre aux gens, l'intellectuel congolais n'a pas ce que nous appelons les dialectiques. C'est-à-dire que quand on est intellectuel, on doit être bien compris. Même quelqu'un qui n'a pas étudié doit comprendre que tu es intelligent. Si tu es intelligent, et que même celui qui n'a pas étudié ne comprend pas que tu es intelligent, donc tu dois te reprocher de quelque chose. Parce que l'intelligence, on est intellectuel lorsqu'on met son intelligence au service de la communauté. C'est lui qui a créé les smartphones. On dira qu'il est intelligent parce qu'aujourd'hui, je peux appeler grâce au téléphone. Fonfon Massianti m'entend déjà à la fin, il nous reste 3 minutes. Comme ça, vous composez vos propos de la fin pour ce numéro. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce magazine Data Market si particulier, à la veille de la sortie du nouveau gouvernement, où nous avons parlé de l'importance de la formation pour l'émergence de notre société, de notre communauté, ainsi qu'arriver à l'émergence de notre pays. Merci beaucoup. Le dernier mot de la fin, c'est que je demande au Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, qui va mettre en place un budget qui va traduire l'ambition de la nation, de s'appesantir premièrement sur la formation des Congolais. Une formation à 2 vitesses. Une formation classique et une formation non classique, afin de récupérer la plupart des jeunes Congolais qui sont le résultat de participation des parents pour payer le minerval. Ils n'ont pas eu la chance d'étudier. Ces gens, on doit les récupérer. C'est une main-d'œuvre importante. Et cette formation, elle doit être une formation de haute qualité. Parce que l'on ne peut pas compter sur une nation avec des gens, ils passent des classes, mais ils n'ont pas la meilleure formation. Ce que nous avons aujourd'hui n'est pas un modèle. Il doit révolutionner l'éducation. C'est là où nous l'attendons. S'il ne le fait pas, je mets ma main à couper, il aura des problèmes. Et des vrais problèmes, le pays n'aura pas décollé parce que les gens n'auront pas d'emploi parce qu'ils ne sont pas formés. Parce que pour avoir un bon emploi, il faut être d'abord bien formé. Parce que si tu n'es pas bien formé, tu ne feras pas bien le travail. Les entrepreneurs vont exporter la main-d'œuvre, importer la main-d'œuvre, et nous aurons des vrais problèmes. J'en demande aussi au président de la République de s'atteler à ces domaines-là. Lui qui parle de l'emploi des jeunes, mais qui comprend que ces jeunes-là ne sont pas formés. Nous pensons qu'on ne renverse pas la pyramide. Il doit parler des centres de formation professionnelle. C'est ça qui est plus important aujourd'hui. En commençant par l'alphabétisation des adultes. Quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire ne peut pas être formé professionnellement. Il ne sait pas c'est quoi 10 cm, il ne sait pas c'est quoi 1 kilo. Tout à fait. Donc il faut commencer par alphabétiser et deuxièmement apporter la notion de la formation professionnelle dans tous les territoires. Fonfon Massiantima, nous à ce moment, même l'emploi va être créé de soi. Merci beaucoup Fonfon Massiantima pour votre contribution.
Je prendrai les phrases, les conseils du participant à cette émission, Fofo Massiantima. Le Congo a des très grandes ambitions. L'ambition d'un pays se détermine sur le plan économico-financier, c'est très important. D'où, pour être à la hauteur de gérer, il faut de bonnes éducations. Nous ne disons pas qu'au Congo, il n'y a pas de bonnes éducations, mais il faut beaucoup de volonté. Mais pour toutes ces autorités politiques, décideurs politiques qui ont eu à avoir des moyens, le Congo de demain est un Congo de l'homme, où l'homme le plus formé, le mieux formé doit être à la tête des autres Congolais. C'est la raison pour laquelle sénateur Kimbuta, sénateur Kabila, président Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Mbemba, tous ces grands noms, envoyez vos enfants dans des grandes universités. Il y a Harvard, il y a Sorbonne, il y a Oxford, il y a Yale, il y a Massachusetts, il y a toutes ces grandes universités dans le monde où ils vont, faire la diplomatie, rencontrer leurs futurs camarades d'auditoire, de chambre, qui seront aussi les futurs décideurs de demain. Et deuxième élément, avoir les connaissances adaptées au développement de la RDC. Parce que, je ne veux pas le dire, aujourd'hui, où sont les enfants de Mobutu? Les enfants de Mobutu ont dormi à la Maison-Blanche. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas que le nom de Kabila passe sous les tables ni de Tshisekedi ni de Katumbi parce qu'ils n'avaient pas investi sur des grandes études à l'étranger. Que Dieu vous bénisse. Merci à Fofo Massiantima. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous nous ratez ce soir à Kinshasa, pour ceux qui sont à Kinshasa à 22h juste, sur Kin 24 ce lundi. Rattrapez-vous le mardi à 11h. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.